t'as co-composé et coproduit Mélodrama, Oui. numéro 1 en France aujourd'hui. Ouais. Théodore est arrivé et il lui a dit bah vas-y, choisis celui que tu veux. T'as bossé aussi pour Clara Luciani. J'ai bossé sur Cette vie où j'ai composé le refrain. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point elle est drôle. Ma mère a pris un peu pitié de moi, elle fait bon ok, on monte en voiture, on va aller acheter une vraie guitare. Les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés. D'utiliser mon mauvais goût. Salut, c'est Max Baby et c'est Volume le podcast. Hold your breath, 'cause I can't believe it. I can do anything. I can do anything. Salut Max, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invite. Pour les gens qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle donc Max. Baby, c'est Baby, c'est mon vrai nom de famille. Ok, Qui est un pseudo, c'est Max, parce que mon vrai prénom, c'est Maxime. ok. Je fais de la musique, je suis compositeur, producteur et j'ai mon projet solo. Elle vient d'où cet amour de la musique techniquement? Est-ce que depuis que t'es gamin, c'est un truc que tu kiffes? Est-ce que t'as baigné dedans? Ouais, carrément. Personne n'est musicien du tout dans ma famille. Donc pour le coup, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais que ma mère jouait du piano quand j'étais petit, mais pas très bien et c'était de manière... Ah, c'est marrant. C'était juste pour le fun. Ok. Désolé maman, c'est très bien qu'elle sait pas très bien jouer du piano, donc c'est pas grave. Ça la vexera pas, mais je pense qu'elle avait lu des bouquins quand elle était enceinte de moi sur le fait de l'incidence que ça avait quand tu jouais d'un instrument acoustique et les vibrations et les notes, etc. Ouais, l'impact sonore. Ouais. Et l'incidence que ça avait sur le fœtus, etc. quoi. Qu'elle a complètement arrêté après. Ok. Ah, mais c'était vraiment juste pendant la ouais, période. je crois que Ok. c'était peut-être que ça vient de là. En tout cas, j'ai toujours été attiré par ça. Et ton père Mon père, Ouais. juste, c'est de la chanson française. On n'avait pas du tout les mêmes goûts musicaux. Mes goûts musicaux viennent beaucoup plus de ce que écoutait ma mère. Elle écoutait beaucoup plus de musique internationale. Stevie Wonder, Supertramp, les Beatles, tout ça, ça vient d'elle en fait. Ok. Donc ouais. Et mon père qui écoutait Brassens ou des trucs comme ça, genre c'était vraiment pas mon truc. Ouais. Mais par contre, ouais, tu vois, Supertramp, Earth, Wind and Fire, elle écoutait Electric Light Orchestra. J'étais bercé à ça, j'adore ce groupe. Et j'ai commencé par jouer de la batterie. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, t'as commencé Ouais. par quel instrument? Parce que Ouais, du coup, par la batterie. pour expliquer, tu joues tous les instruments techniquement? Oh bah, Enfin, c'est pas tous les instruments Pas du tout monde entier. Ouais, non, mais oui, mais genre, ça serait bien, par genre contre. guitare, basse, batterie, Mm. piano, j'imagine. Guitare, basse, batterie, piano, ouais. Donc t'as commencé par la batterie. Et de la flûte. Je suis super fort en kazoo aussi. Ok. Une fois avec Albert Newton, on travaillait sur son premier EP. Et pour déconner, je lui dis, mais putain, ça serait trop bien un solo de saxophone. Et bah évidemment, je sais pas jouer du saxophone et on n'en avait pas. Par contre, j'avais un kazoo. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, c'est vraiment le truc le plus proche que je peux avoir d'un saxophone, le côté un peu Ouais, oui. cuivre, Un même vent, si ouais. c'est un vent, le saxo. Et je me suis dit, ok, c'est quoi la différence entre le kazoo et le sax? Et le kazoo, bah, c'est pas cranté, tu vois, c'est vraiment, tu fais, il y a pas de notes. Donc, comment je fais pour le cranter? Bah, j'ai mis de l'autotune à fond Ah ouais. sur le kazoo. Donc Et je te jure, mais c'était fou. ça serait intéressant d'entendre. Ouais, et dans un mix, Ça passe. franchement, genre, c'était trop bluffant, cool. c'était hyper drôle. Pourquoi t'as commencé par la batterie? Ouais, j'ai commencé par la batterie, mais je crois que j'ai toujours été attiré par la guitare électrique, particulièrement. Tu savais pourquoi ou pas? Et ce truc d'enfant où tu vois un mec avec une guitare comme ça, et Ouais. Ouais, ça fait tu un peu veux rêver, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. ma mère m'a emmené à l'école de musique pour voir un peu du village. Hein. Vraiment, je viens d'un bled Parce que tu viens d'où? en Berry-Sologne. Tu vois, je suis pile à la limite entre le Berry et la Sologne. Salut à tous mes berrichons. Et donc, du coup, je suis allé dans cette école de musique à Enrichemont. Et donc, on a fait un peu le tour, piano direct. Non, ça me chauffait pas. Ouais. Et on allait voir les cours de guitare. Et malheureusement, le prof qui jouait les jeux interdits sur une guitare classique, alors là, ça m'a tout de suite cassé mon fantasme rockstar. Et on est allé donc dans la salle d'après où il y avait les cours de batterie. Et un mec hyper cool qui a débarqué, qui s'appelle Stéphane Daniel. Salut Stéphane, si tu regardes ça. Stéphane qui déboule, gros smile, et il me met sur la batterie, il me donne les baguettes, il essaie de jouer un peu avec moi, direct, c'est hyper ludique, je suis dedans, et là il me joue un truc, et je suis genre, waouh, c'était ouf quoi. T'as épaté. Hein. Ouais, et donc j'ai commencé à prendre quelques cours de batterie, ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu besoin vraiment de d'harmonie, de mélodie. Et j'avais une petite guitare que j'avais depuis que j'étais bébé, qui était un jouet en fait, hein, Ouais. où il manquait des cordes, je l'avais
J'avais dessiné dessus, enfin genre c'était un truc... puis surtout je savais pas comment on accordait une guitare, donc juste je tendais les cordes au pif. Et en fait le samedi après-midi, à la campagne, on était assez isolés, tu vois, c'était pas... je suis à la campagne mais pas en ville, vraiment genre c'est une maison, Et donc il y avait la radio allumée, et en fait je m'asseyais à côté de la radio, et à l'oreille je repiquais tous les trucs que j'entendais. Et encore une fois, ma mère a pris un peu pitié de moi. Elle fait bon, ok, vas-y, on va aller monter en voiture, on va aller acheter une vraie guitare parce que tu fais trop pitié, quoi. Et alors là, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. On est allé chercher une guitare électrique. T'as commencé par électrique ? Ah ouais, direct. Je voulais du fun direct. Et on a acheté une espèce de pack, tu sais, les trucs XP, guitare remplie à 100 balles. Ouais, je me souviens avec le petit truc. Ouais. Pire truc de la Terre, mais j'étais trop content, quoi. Et donc j'ai commencé tout de suite à jouer, et je me souviens que le mec me l'a fait essayer, et je dis en fait c'est la première fois que j'ai une guitare dans les mains, quoi, donc je savais pas du tout ce que j'essayais, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare électrique. Je suis pas sorti de ma chambre pendant des mois, quoi. Toi, tu dirais que c'était à quel âge ? C'était à 11 ans. Tu vas commencer l'adolescence aussi. Qu'est-ce qu'on écoute à cet âge ? Ouais, là j'étais pré-ado. J'avais 1 an d'avance, donc j'étais toujours avec des gens plus vieux que moi. Je faisais beaucoup de skate, donc ça traînait beaucoup au skatepark, et donc c'était beaucoup de la musique de skater, genre ça écoutait System of a Down, ça écoutait Deftones, ça écoutait Korn, ça écoutait... Ah, du coup, un peu plus métal, quoi. Ouais, c'était très new metal à l'époque. Incubus aussi. C'est venu un peu plus tard. Je me suis mis dans les Red Hot Chili Peppers, figure-toi. Ce qui m'a ramené à Jimi Hendrix. Via John Frusciante, que je trouvais un guitariste qui est un guitariste exceptionnel. On n'a pas vraiment le même jeu, mais il y a un truc un peu, si tu réfléchis bien quand même, où tu captes que ça vient pas non plus de nulle part. T'avais un groupe phare, celui qui te donnait envie de faire la musique ? Parce que techniquement, là, tu faisais que de la musique. Enfin, tu gratouillais, t'apprenais, entre guillemets. Il y en a un qui t'a fait dire... J'ai un peu honte, mais j'étais hyper fan de Good Charlotte. Ok, putain, ouais. Attends, mais tu viens de me faire un choc... Le brun... C'était les 2 jumeaux, là. Mais ouais. Pourquoi t'as honte ? Parce qu'en fait, avec le recul, c'est vraiment hyper dans l'esthétique d'une mode, je trouve. Et là où Blink-182 était un peu plus authentique, je pense, parce que ils faisaient partie des premiers avec Green Day dans la punk pop et tout. Weezer, trop bien aussi. Weezer, ça, j'en ai pas honte du tout, mais j'écoutais moins à l'époque. Et c'était vraiment les trucs, en fait, qu'on écoutait au skatepark et que les autres gars écoutaient. Donc c'était... J'avais pas trop accès à... Parce que YouTube, c'était pas vraiment un truc encore. Donc, à partir de là, t'as tes inspirations, tu joues de la guitare. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire je veux faire ça de ma vie ? Vraiment, genre, dans ma tête, ma chambre, c'était des salles de concert, quoi. Okay. Et tu vois, comme quand t'imagines d'être un chevalier, tu vas dans ton jardin et tu cours avec une épée. Moi, c'était ça avec la guitare et dans ma chambre. Et franchement, genre, j'y étais. Enfin, j'ai encore ce souvenir-là, tu vois, presque un peu ému de revoir le petit Max dans sa chambre qui vraiment s'y croyait. Et je pense que depuis le début, je me suis dit, je suis obligé de faire ça, quoi. Et j'avais aucune idée de comment faire. Du coup, j'ai jamais pris de cours de guitare, en fait. Quand j'ai arrêté les cours de batterie, j'ai été complètement autodidacte. T'as appris la musique tout seul ? Ouais. C'est YouTube, tuto YouTube ? Non. Non, même à pas. l'oreille, tout. Ah ouais ? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu reproduisais des trucs à la radio. Est-ce que t'as un truc à l'oreille, genre oreille absolue ouais. ou... Parce que les cours de batterie, j'avais pas de solfège, etc. Okay. Enfin, j'ai fait 3 jours de solfège, quoi. Oui. Et ça m'a saoulé, j'y allais pas, ouais. Et ce qui est trop dommage, et franchement, je regrette de ouf. J'en ai plein qui me disent ça. Mais vu que j'ai pas été éduqué à savoir qu'un do était un do, etc. Ouais. Pour moi, c'est un peu... j'ai fait le chemin inverse. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris que j'avais l'oreille absolue très très tard. C'est un pote qui me l'a dit quand j'avais genre 18 ans. Okay. Parce qu'en fait, je pense toutes les... Enfin, ou quasi. Mais genre, il s'en est rendu compte comme ça parce que je chantais toutes les chansons dans les bonnes tonards. Okay. Et en fait, l'oreille absolue, c'est de la mémoire, c'est tout. Ouais. C'est pas magique, hein. Et justement, je reviens au tout début. Quand tu fais écouter, apparemment, beaucoup de musique classique, surtout de la musique atonale, mais ça, c'est vraiment dur. Mais beaucoup de musique classique entre les 0 et 6 ans, ou alors quand t'es dans le ventre de ta mère, t'as une forte probabilité de donner une oreille absolue. J'entends un truc, maintenant j'ai la part dans la tête, quoi. Ça t'aide beaucoup, j'imagine, aujourd'hui. Ça fait gagner du temps. Et j'avais même pas l'idée du concept de accorder la guitare différemment, le drop D par exemple. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir pas mal de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, bien plus tard, que je me lançais déjà dans la production parce que j'avais acheté une pédale, un multi-effet Zoom pour guitare et qui se branchait en
en USB sur l'ordi, et à l'époque, c'était livré avec Cubase, tu vois. Ouais. C'est loin, austère le truc. Mais pour moi, c'était fou parce que je pouvais m'enregistrer, quoi. Et donc, j'avais un micro pourri. Donc, du coup, la guitare, je l'enregistrais directement via la pédale. Et tout le reste, je branchais mon micro dans la pédale. Et je positionnais à peu près sur la batterie pour avoir à peu près assez de kick et assez de snare, que ça se mélange à peu près bien. Un gros mic d'ambiance. Je chantais comme casserole par-dessus. Et après, j'étais là genre... Ouais, c'est comme j'ai ça fait une chanson, quoi. T'aimes bien bidouiller la technologie? J'adore ça. Ok. Ouais, mais c'est venu très tard, ça. Ok. Parce que moi, j'étais... Au départ, ouais, justement, j'en avais vraiment rien à foutre. Ouais. Oui, tu voulais juste je voulais juste faire du son. Ouais, je me suis découvert une passion de ouf pour ça, pour le matos. Ouais. C'est hyper intéressant, en fait. Juste comprendre le son, que c'est des vibrations, et quel type de vibrations, les phases, les synthés, juste les synthés, la synthèse, la synthèse classique analogue qui est soustractive, c'est de la physique, quoi. T'as une forme d'onde, un type de forme d'onde, et que tu sculptes. Est-ce que tu bosses seul, ou est-ce que t'es un peu en team, genre t'as des gars avec toi, ou des nanas, ou avec qui tu bosses? Ma musique à moi, c'est tout seul. Ok. Je joue tout, j'enregistre tout, je produis tout, je comics avec Marcus. Okay. Quand je travaille avec d'autres artistes, ça m'est carrément arrivé de collaborer. Ouais. Comment tu fais pour bosser avec eux techniquement? Est-ce que t'as une équipe aussi qui te trouve des plans? Ouais. Comment tu vas chercher la composition? Je suis en management avec Savoir-Faire, et clairement, quand j'ai signé avec eux, il y a eu un avant-après, quoi. Et comment ils t'ont découvert? Est-ce que tu sortais des sons? Non, j'ai rencontré une artiste qui s'appelle Owl, via mon ancien manager. On s'est hyper bien entendu. C'est le genre de rencontre où t'as l'impression que t'es potes depuis 10 ans. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est tapé des barres, mais pendant des heures. C'était hyper fun, et du coup on s'est dit vas-y, ce serait cool peut-être de faire de la musique ensemble et tout. Et sur un coup de tête, je l'ai appelé, je lui ai dit vas-y, on prend un train, on va chez moi à la campagne et on va faire du son, parce qu'à l'époque j'avais pas de studio en région parisienne. Et en fait, quand on est revenu, elle m'a dit tu sais quoi, viens avec moi chez Savoir-Faire et on va leur faire écouter. Donc il y avait Alexandra Pilzaio qui était sa manageuse, qui était là, qui a écouté les 3 morceaux. Et moi, Savoir-Faire, je les connaissais de répute, j'étais un peu j'étais un peu shaky d'y aller, parce que pour moi c'était vraiment la maison la plus cool de Paris, qui rayonne à l'international, etc. Et c'était vraiment, j'y allais avec aucune attente, j'osais même pas rêver qu'ils soient intéressés. J'étais juste content d'avoir passé le pas de la porte, quoi. Et en fait, France, elle a dit à Alex, tu sais que Max il fait des trucs en solo aussi. Moi, je commence à me liquéfier et tout. Et donc je joue un track qui me paraît une éternité. C'était 3 minutes, quoi, mais elle m'a dit « Ah ouais, t'en as un autre ?» Elle fait « Ok, bon, tu peux m'envoyer ça ? C'est cool, hein ?» C'est cool. Et là, j'étais genre « Oh, putain !» Let's go. Et donc, j'ai envoyé une petite playlist de, je sais plus, un peu moins d'une dizaine de tracks, quoi. Pas de nouvelles. Et 2 semaines après, elle m'envoie un mail et elle me dit est-ce que tu m'autorises à faire écouter ça à Medea ? Et là, j'ai un peu bloqué, et je me suis dit, j'ai trouvé ça fou qu'elle me demande la permission de faire écouter à CDA. Par contre, c'est trop bien, ça. Et j'ai trouvé ça ouf, et je me suis dit, waouh, ils sont vraiment différents, eux. Ouais. Ils ont un état d'esprit qui est genre pas du tout comme les autres. Et donc, j'ai rencontré Edouard, qui est mon manager toujours aujourd'hui, que j'aime profondément, et qui est trop fort. Et donc, on s'est rencontrés, on a fait quelques rendez-vous, et quelques mois plus tard, on signait notre contrat, quoi. C'était le début, ouais. Aujourd'hui, t'es placé grâce à ton manager et puis à ton... Ouais, et puis j'ai signé il y a pas si longtemps que ça chez Warner Chappell en édition. Ok, ça c'est trop cool, ça. Ouais. Du coup... parce que du coup, ça t'aide à te placer pour des sessions de composition, c'est ça ? Ouais. De production. Et ça se passe super avec Warner et Valentin, qui est mon DA. Warner, c'est la plus petite major en France, avec c'est eux qui ont le moins d'artistes. Ils en ont moins, donc ils bossent mieux. Ouais. Avec ceux qui j'ai eu des propositions de tout le monde, du coup, de tous les gros et d'autres. Aujourd'hui, tu vis de la musique ? Ouais. Est-ce que toi, tu sais s'il y a un truc qui t'inspire vraiment, en termes d'émotion, en termes de feeling ? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai un feeling préféré qui m'inspire le plus de choses ? Ce qui m'inspire, c'est souvent des choses que je vis et que je traverse. C'est toujours très réel. Okay. Peu importe l'émotion. Mais oui, j'ai eu de la colère. Ça m'a pas mal inspiré.
à un moment, en effet. Je parle beaucoup de mes travers, un peu d'autodestruction, d'aller dans les extrêmes et tout. Ça, j'en parle pas mal et ça m'inspire beaucoup. J'ai encore, malheureusement, encore pas mal de matière à exploiter là-dedans. C'est une façon de s'exprimer, pas de lâcher un peu. Et puis je pense qu'il y a plein de gens qui traversent des choses similaires et peuvent s'identifier. Ouais. Pour l'instant, je trouve ça chiant de créer des chansons pour dire que tout va bien. Ouais. Je suis pas là-dedans. En tout cas, il y a des gens qui le font hyper bien. C'est ta façon de t'exprimer. Qu'est-ce que c'est chiant quand les gens vont bien. C'est marrant, j'en parlais hier de ça avec quelqu'un. Est-ce qu'il faut aller mal pour faire de l'art ? Ça, pour moi, c'est un gros débat. Même moi, des fois, quand tout va bien, j'arrive pas à créer. Ouais. Parce que je me dis, j'ai rien à extérioriser. Donc... Mais du coup, ça crée des patterns où si t'es convaincu... Il faut surtout pas, je pense, se convaincre de ça, parce que si t'es un artiste, t'es capable de créer quand ça va bien, et t'as pas besoin d'aller mal pour... J'en connaissais beaucoup qui fumaient, et ça les inspirait. Et dès qu'ils fumaient pas, c'était compliqué. Ouais. Il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir plein d'autres dans le genre. Et en fait, dépendant de quelque chose pour pouvoir créer. Ouais. Et je trouve que du coup, c'est un peu dans le même stade, tu vois. Ouais, moi j'essaye de... Enfin, j'ai jamais été dans le truc de fumer pour créer et tout. Déjà, je fume. Et du coup, c'est comme les émotions, tu vois. Si tu dois être en colère pour créer, c'est-à-dire que le jour où t'es pas en colère, merde, tu sais pas. Bah oui, c'est ça. Et c'est dommage d'être dépendant d'un truc. Alors bon, pareil, encore une fois, mes potes ou mon entourage... vont me dire c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que Max on sait que ça va pas fort. Oui, t'inspires aussi de ça. Et du coup forcément ça m'aide et c'est la source principale d'inspiration, mais je veux dire pas besoin d'être au fond du trou. Par contre le danger là-dedans c'est quand ça va bien d'essayer de se recréer ces situations pour que ça aille mal. Et c'est Bon Iver qu'on a parlé beaucoup de ça avant la sortie de son dernier album, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et lui il était persuadé qu'il fallait qu'il soit déprimé pour écrire des bonnes chansons. Il a réussi à sortir de ça, et c'est pour ça que là on a eu un album de good vibes quand même. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors c'est vrai que moi j'en suis pas là, parce que j'arrive mieux à créer par rapport à des choses que j'observe chez moi et qui sont plutôt dark, on va dire, ou une peine de cœur ou des trucs comme ça. C'est toujours le grand classique. Je l'observe et je fais attention à justement essayer de pas tomber dans des schémas. Ça se ressent aussi beaucoup dans ton univers, ne serait-ce que visuel. Est-ce que c'est aussi un truc que t'as adopté ? Non mais tu sais, ça te fait réfléchir en fait. Ouais. Tu te dis mais est-ce que je me mets tout seul dans ces situations-là en fait finalement et ouais, parce que pour le coup j'ai fait une thérapie, et pendant ma thérapie ça m'aidait beaucoup à avoir de la distance, et c'est à ce moment-là que j'ai écrit le premier EP. C'était très cool de pouvoir observer en fait ces facettes de toi aussi, de moi, et avec une distance bienveillante en fait, tu vois, et saine, et je pouvais justement je sais pas si ça se sent tant que ça, mais j'espère, mais avec pas mal d'autodérision, et j'essaie de dédramatiser les choses un peu dures que je peux raconter, toujours avec un petit sourire en coin, tu vois, genre oui mais ça va en fait, tu vois, tu fais nimp, c'est con mais ça va. Là, on parle de ma musique à moi. C'est ça. Après, quand je travaille avec d'autres gens, ce qui m'inspire, c'est les gens avec qui je travaille. Pour remettre juste un peu de contexte, tu as co-composé et co-produit des tracks de l'album de This Is. Tu as aussi composé pour Clara Luciani, c'est ça ? Tu as co-composé et co-produit notamment Mélodrama, qui est numéro 1 en France aujourd'hui. Ouais. Et c'est monstrueux. Est-ce que tu pourrais juste raconter un peu l'histoire de comment t'en es arrivé à bosser aussi sur l'album ? En fait, j'avais un pote qui bossait avec lui, et via Warner, je crois, mon DA, qui a récupéré This Is, il lui a proposé mon profil, et qui était validé par mon pote qui bossait avec lui, parce qu'il dit ce serait cool et tout, faites un test quoi. Et il m'a fait écouter à peu près 30 démos. Okay. Il y en a qui étaient déjà hyper avancés. Ça a pris du temps. Il m'a vraiment tout fait écouter. Et après, je lui ai fait écouter des trucs à moi. C'est marrant parce qu'il y a un track que j'avais produit, que je fais souvent écouter pour montrer un peu les trucs que je fais. Il m'a dit mais je connais, j'adore ce track, je l'avais sauvé et tout depuis longtemps. C'était un track de Hannah Jadagu. J'étais très content du coup. 2 semaines après, un truc comme ça, il est venu dans mon studio. On a ouvert un track et c'était Amsterdam. Ok. Il était un peu bloqué dessus, tu vois, toute la partie qui explose et tout, c'est ce que c'est le truc trop stylé. Que j'ai rajouté, l'espèce de refrain, quoi. Ouais, incroyable. On a rechangé les couplets un peu.
D'avoir ce beat un peu plus 80s en tétant un peu. Ouais, parce que c'est vrai que dans l'album global, il avait quand même une texture un peu... Très synthé analo. Mélodrama, est-ce que c'est dans la même veine? Donc là, tu parles d'Amsterdam. Ouais, pareil. Il y avait un track, il y avait le track qui était existant et j'étais amené à bosser dessus. Il voulait lui donner plus de vie, etc. Rajouter, voilà, il voulait qu'on le fasse évoluer ensemble. Ça a été hyper fluide. J'ai très peu de souvenirs en fait je crois que c'est allé hyper vite. Par contre, je me souviens que il a failli pas du tout exister comme ça. Lui, il voulait que Theodora fasse un feat dessus. Il avait déjà cette idée-là. Donc c'est là où il est très fort, c'est que il a vraiment la vision du truc. Je trouve qu'il a un côté un peu Pharrell de savoir où il va. Ouais, et il sent vraiment bien les choses. C'est très smart, quoi. Donc c'est moi qui avais la session de Mélodrama. Et donc il m'avait dit de venir à Rue Boyer. Et Théodore est arrivé. Et en fait, il lui a fait écouter tout l'album. Et il lui a dit, vas-y, choisis celui que tu veux. Et moi, je suis genre... Alors qu'il savait que de base, c'était gros, moi j'ai les sessions de que 3 morceaux, quoi. Donc c'est un peu la roulette russe. Encore une fois, la petite coup de kid. Donc elle écoute l'album, elle a ok, cool. Ouais, lourd. Remets un peu vers le début, là. On repasse. Et donc, c'est Mélodrama qui s'appelait pas Mélodrama à l'époque. Elle dit, ouais, celui-là, j'aime bien. Et moi, pas de souci, j'ai la session. C'est prêt. À partir de là, Théodore a même pas posé dessus. Non. Vous imaginez que c'était un titre phare? Ouais, c'était un des morceaux où on se disait, c'est potentiellement un single. Mais c'était pas non plus le... Moi, c'était un de mes préfs, pour le coup. Il y en avait d'autres qui étaient mes préférés, mais qui ont changé depuis. Ceux sur lesquels j'ai pas bossé, mais que j'adorais. Il y en a plein que je trouvais vraiment super. Mais clairement, on se doutait pas du raz-de-marée que ça allait être. Mais je me souviens juste, je lui ai mis un couplet en boucle pendant à peu près 20 ou 30 minutes. Ah, Théodora. Elle a écrit son couplet. À un moment, elle m'a dit « Ouais, c'est bon, je suis prête. » Ok. Elle est allée de l'autre côté. Puis alors, c'est poche pleine sur tes œufs. C'était genre... Incroyable. Pas mal. Mais vraiment, genre, elle avait déjà toutes ses idées, quoi. Ouais. Et ce qui est assez ouf, c'est que c'est un peu comme si elle avait 4 voix différentes. Elle arrivait à on a fait pas mal de prises, elle les a refaites après derrière quand j'étais pas là. Il y avait des tons différents. Mais ouais, c'est ça qui était ouf, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'elle tournait des potards et qu'elle cherchait ses timbres et vraiment des endroits complètement différents de placer sa voix. Tu sentais qu'il y en avait là, tu sentais qu'il y en avait plus derrière et tout. C'était hyper intéressant à voir et elle était hyper chill. Tu la dirigeais un petit peu sur peut-être que si tu finissais sur cette note là, ce serait mieux et tout. Franchement, genre, zéro ego, trop à l'écoute et tout, c'était hyper fluide. C'était fou parce qu'elle a enchaîné sur le refrain, où elle reprend le refrain de DC's et elle le change un tout petit peu. J'étais c'est fort quand même. T'as bossé aussi pour Clara Luciani? Yes. Sur son album Mon Sang, c'est ça? Sur cet album, donc, j'ai bossé sur Cette Vie, où j'ai composé le refrain. Surtout pour moi, sur Aller et sur Roule. Bonne expérience. Bah ouais, Clara, je l'adore. C'est une bonne amie et encore, on se connaissait déjà d'avant. Je pense qu'on s'est vraiment rapprochés encore plus depuis l'album, forcément. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point elle est drôle. C'est vraiment une personne très très drôle. Comment t'arrives à changer de casquette, à t'adapter à chaque personne, chaque artiste, y compris toi, techniquement, parce qu'après du coup tu dois revenir à ton projet. J'imagine que ton projet doit être aussi un peu influencé. C'est plus dur dans ce sens-là. C'est plus le retour au projet est toujours plus difficile que de passer de mon projet à un autre truc. Si, il y a une logique là-dedans, c'est parce que déjà j'ai une interaction avec un autre artiste en face de moi et donc moi mon but mon job en tant que producteur, c'est de tirer le meilleur et de mettre cet artiste-là le plus en valeur possible, que ce soit le plus que la musique lui aille le mieux possible, que ce soit le plus authentique possible, tu vois, et d'essayer de révéler un maximum de choses. Mais je suis pas là. Qu'elle veut révéler. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi de la musique que j'aime faire et c'est un peu une occasion de se défouler dans un style de musique que t'aurais pas. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, je pourrais jamais faire ce genre de morceau. Enfin, tu vois, t'imagines, ce serait trop bizarre. Et justement, Cette Vie, le refrain, quand je l'ai fait, je m'imaginais je m'imaginais ce que Clara ferait. Mais tu vois, par exemple, Hana Jadagou, quand t'écoutes l'album et les 2 albums, bah, t'entends beaucoup plus mon son. Ouais.
T'aimes beaucoup aussi jouer avec des vrais instruments. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu mets vraiment à l'honneur? Et peut-être que dans la musique d'Anna, on retrouve peut-être plus d'instruments réels. Pour l'album de Clara, c'était... déjà, on était plusieurs réalisateurs dessus. J'ai fait des drums, etc. et plein de trucs, mais ça a été aussi... Il y en a beaucoup, quasi toutes, qui ont été rejouées par Vincent Tégère à Ferber dans un grand studio. Tu vois, genre, c'est tu vois, là, on fait un album de... C'est de la haute voltige de variété, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, tu vois, de chansons françaises, de pop, tu vois, donc c'est dans la tradition du truc. Donc, c'est pour ça que forcément, mon son, il est complètement dilué dans ce process-là. Mais, des trucs comme, des albums comme celui de Hannah, on a tout fait dans mon studio et ça a cette chaleur aussi. Ça sort pas du studio, tu vois. On a tout fait au même endroit. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'on ressent un peu plus ta patte. On ressent beaucoup plus, forcément. On est dans une ère, je pense qu'on arrive au bout un peu de cette ère, mais où avec Splice et tout ça. Splice, c'est une plateforme qui regroupe énormément de samples ou de sons, de sonorités. C'est ça. Des samples, soit des échantillons vraiment courts de snare, machin, soit carrément des loops de vrais drums et tout, et qui sont franchement genre, de super bonne qualité. Il y a beaucoup de loops en plus qui ont été utilisés pour des tubes de Sabrina Carpenter. Il y a énormément de gros succès. Mais quand même, ça se sent quand c'est utilisé, quand The Splice est utilisé, t'as quand même un truc un peu impersonnel, quoi. Je trouve. Moi, je fais vraiment l'opposé de ça. Du coup, je fais mes prises de batterie avec mes micros, machin. Enfin, genre, je pars de zéro, quoi. Et je fais toutes mes textures, mes synthés. Côté du ressenti aussi, il faut que tu puisses, j'imagine, bien toucher. Tu fais pas beaucoup d'instruments virtuels? Non, parfois quelques synthés, mais c'est très rare. J'ai un synthé que j'aime bien qui est le JV 1080. C'est un Roland, c'est un rack et c'est un synthé digital des fin 80s, début 90. Mon synthé préféré, c'est le Monopoly de Korg. T'as sorti en novembre dernier un EP, c'est ton deuxième, si je ne m'abuse, qui s'appelle Break. Tu défends aussi en live, et d'ailleurs, à l'heure où on parle, t'as annoncé hier que tu allais jouer à Will of Green. Ouais. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton EP, ton ressenti global après, 3 mois de sortie, de release? Les retours sont hyper bons. Je suis super content. C'est toujours très très difficile les sorties pour moi. Il y a toujours un moment un peu de panique. Tu peux plus y toucher. Enfin, c'est très dur. C'est assez violent pour moi. Combien de temps elle crée l'EP? C'est allé assez vite. Hein. Ouais. J'avais déjà commencé à l'écrire avant la sortie du premier. Évidemment, la phase d'écriture et de prod, elle est toujours terminée bien avant la sortie. Ouais. Parce qu'après, il y a une phase de mix et de mastering, etc. Tu fais toi-même ça? Là, j'ai comixé avec Marcus Linon. Ok. Et là, le mastering de Break, c'est Adrien Palot. Et Marcus, lui, c'est lui qui a le studio, Grissy Studio. C'est là où je suis, qui est le studio dans sa maison. Okay. Et t'as tout fait là-bas? T'as tout composé? J'ai fait un peu chez moi à la campagne. Et une fois, j'avais 2 jours de break pendant les sessions de D6 où on était dans un studio dans le sud. Et j'ai fait Dogma là-bas. Ok. Ouais, dès que tu composes pas pour les autres, tu composes pour toi. Quand je suis dans le flow, grave. Ok. Mais il y a des fois où c'est la traversée du désert, quoi. Tu t'exprimes via la composition et la production, notamment sur ton EP pour d'autres et pour toi. Mais tu t'exprimes aussi en live. C'est un truc que t'aimes faire? Je trouve que les morceaux prennent beaucoup de sens en live. Il y a une part de toi qui les pense pour le live ou pas? Je les pense pas que pour le live, j'essaie juste de faire des bons morceaux. Mais il y a toujours une dimension où je me dis qu'il faut que ce soit aussi facile à jouer en live, tu vois, de pas justement tomber dans un truc qui est trop studio et qui est impossible à faire, pour essayer de garder justement un morceau qui fonctionne, il fonctionne, on le sait très bien, enfin genre tu joues n'importe comment avec une guitare ou le plus stripped down possible, c'est en général le gage de qualité quand ça marche comme ça, tu vois. Ouais. Et donc le premier EP surtout, je l'avais beaucoup imaginé en pensant live, quoi. Et c'est vraiment genre il y a 4 lignes, quoi. Il y a la ligne de guitare, la ligne de basse, une ligne de synthé, une ligne de batterie, et puis ma voix par-dessus. Et c'était vraiment les contraintes que je m'étais données. Ouais. Et j'aime beaucoup me donner des contraintes comme ça, parce que j'ai l'impression que je suis plus créatif dans un cadre. Tu marches à la contrainte des fois. Ouais, que en fait, quand t'as l'infini devant toi et que tout est possible, tu fais quoi en fait? C'est pas où... Enfin, en tout cas, moi, ça peut me terrifier, justement. Ouais. Le deuxième EP, j'étais un peu plus libre, mais ça reste
Ouais, en fait, j'ai un peu ouvert les sonorités. Ouais, puis t'as tes propres aussi sonorités. Enfin, moi, quand j'écoute ne serait-ce que le premier ou le deuxième, même tous tes sons maintenant, on ressent toujours un peu ta patte. Enfin, il y a toujours un peu ce truc de très analogue. En fait, très bricoleur dans ta musique. Ouais. Et ben, j'adore bidouiller plein de trucs. J'adore la saturation. Tout est... je pense que t'as remarqué. Hein, dès que je peux faire sur un truc, je le fais, quoi. Mais ouais, j'ai pas mal de petits joujoux pour saturer des choses. J'aime beaucoup saturer des choses qu'on est... Bon, maintenant, tout le monde le fait, mais je veux dire qu'ils sont pas de manière classique à saturer. Genre, tu vois, c'est une guitare que tu satures ou une basse à la rigueur, mais j'aime beaucoup saturer les batteries. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Beaucoup saturer les synthés aussi. Non, mais cette EP, c'était vraiment fun à faire. Ce qui est assez marrant, c'est que le thème, enfin, le break, c'est arrivé après. Quand j'ai écouté l'EP, je me dis, il y a clairement un thème commun. Toutes les batteries sont breakées, il n'y a pas une qui est droite, si tu regardes bien. Et tout parle de différentes formes de rupture, certaines plutôt littérales ou d'autres plus abstraites, mais voilà, genre break down, break out of something, un break-up, et puis de rupture avec l'enfance, avec plein de choses, casser des codes, c'est plus dogma, casser des mauvaises habitudes, des rapports avec moi-même, enfin bref. Ouais. Tuer une ancienne version. Comment tu définirais ta musique aujourd'hui ? Pour moi, ça reste du rock, mais... Rock, punk, peut-être des influences. Ouais, grave. J'ai beaucoup d'influences comme ça. Mais la musique en elle-même, si on réfléchit bien, elle sonne pas si rock que ça. Je veux dire, c'est pas du tout du rock premier degré, quoi. Mais ça fait partie de mes influences. C'est une approche rock, mais moderne dans l'esprit. Donc je dirais post-moderne indie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des journalistes, et je trouvais que c'était bien ce qu'ils avaient dit. C'était DIY ou Dork, je sais plus, un média anglais qui avait dit post-moderne indie et alt electronica. Ok, ouais, en vrai. Et je dis ouais, moi je prends. Ouais. Je trouve que c'est assez... ça fait beaucoup de... Ouais, la catégorie est large, mais ouais. C'est quoi la suite de tes aventures ? C'est plein de concerts. T'as des dates de prévues là ? Il y a We Love Green. Là, je joue en Slovénie. Il y a des dates en Allemagne. Je joue à Brighton, à Bruxelles. Donc We Love Green. Je joue en Roumanie. Enfin, on a un peu des dates partout, ouais. Trop de dates, c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Incroyable. Je suis hyper content. On va passer du coup à la rafale de fin. Je vais te poser des questions. Faudra des réponses rapides ou tu peux argumenter un petit peu si tu veux. Un ou une artiste que tu suis très près en ce moment. Je suis très près, je sais pas, Okelou. Ton feat de rêve. Frank Ocean ou Bon Iver. Studio ou concert ? Je peux faire les deux, donc c'est ça qui est trop cool. Okay. Un son que t'aurais aimé écrire, ou composer, ou produire ? God Only Knows des Beach Boys. Ok. Je trouve que c'est des plus belles chansons jamais écrites. Un endroit où tu rêves de jouer ? Madison Square Garden ou Coachella, je sais pas. Ouais. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? D'utiliser mon mauvais goût. Ok. Et d'en créer quelque chose. Ouais, parce que c'est assez facile d'avoir bon goût. Enfin, je trouve que... c'est la personne qui m'a dit ça. On avait cette discussion et il me disait, ouais, en fait, c'est facile aujourd'hui d'avoir bon goût, c'est un truc qu'on partage un peu tous. Et ton mauvais goût, c'est presque le truc qui te rend plus unique. Et donc, d'en faire quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Et c'était un très très bon conseil. J'adore. Pour terminer, un son à toi que les gens devraient écouter en premier. Nothing Ever Changes, je dirais. Et pour terminer la tradition ici, j'ai besoin que tu me donnes ton top 3 des musiques que tu préfères. Everything in its Right Place de Radiohead. Je suis obligé de mettre un Beatles quand même. Il y en a tellement. Allez, Why My Guitar Gently Weeps. C'est quand même incroyable. Mon Beatle préféré, c'est Paul McCartney. Okay. Mais souvent, je sors des chansons qui sont de George Harrison, parce que quand même, il n'en a pas fait tant que ça dans les Beatles, mais alors à chaque fois qu'il en fait une, c'était vraiment Something ou Why My Guitar Gently Weeps, c'est quand même des masterclass. Here Comes the Sun aussi. À chaque fois, quand il tape fort, quoi. Ouais. Donc, Why My Guitar Gently Weeps, c'est genre l'intro, je sais pas, tout est iconique. Il y a ce truc de piano très bizarre. Il l'utilise comme une percussion presque, tu vois. Bah ouais, mélo folle, modulation en majeur sur le refrain. Enfin, genre, il y a tout. On sent que tu l'as poncé. Ouais, il y a tout. Allez, une petite dernière. C'est pas un track, mais c'est
tout l'album 22 A Million de Bon Iver. Avec cet album, il a complètement cassé les codes et créé un nouveau truc. Enfin, c'était hyper abstrait au début, mais je trouve que il n'y a pas de refrain, tout est hyper fort, je trouve. Si je dois choisir une, il y en a une qui me brise le cœur à chaque fois. Alors, c'est pas la plus intéressante en termes de production, etc. Mais je la trouve magnifique et c'est Eight Circle. Et je la trouve trop belle. Ah là là, j'hésite aussi à dire Hurt de Nine Inch Nails. Ouais, la ligne bonus, c'est ça. Ouais, parce que ça, c'est quand même une masterpiece, quoi. Merci beaucoup merci à toi, d'avoir accepté l'invitation. C'était trop cool de te recevoir. C'est super fun. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. À bientôt.